bienvenue. Bonjour à toutes et à toutes. Nous voilà réunis ce matin pour la première table ronde de la journée. J'ai eu le plaisir avant-hier d'être modérateur d'une table ronde où on nous avait conviés à réfléchir sur l'étonnante fréquence des méchants intelligents dans la science-fiction. Nous voilà confrontés à un problème un peu différent puisqu'on nous propose de discuter sur les inadaptés, plus généralement les idiots, les difformes. Inadaptés à quoi, on peut bien se demander. Sur la question précédente, nous avions pensé qu'un méchant stupide ou qu'un gentil intelligent ne serait pas très narrativement photogénique. Peut-être en est-il autant pour les inadaptés. Ils sont bien plus intéressants que les, adaptés. D'ailleurs, s'ils ne l'étaient pas, il n'y aurait souvent pas de roman. Que serait 1984 si Winston Smith était parfaitement adapté au monde de Langsock? Que serait le meilleur des mondes si Bernard Marx était un alpha normal? Comment Descartes reconnaîtrait-il les androïdes des moutons électriques s'ils étaient complètement adaptés? Qu'en est-il de l'Inter dans l'état des arts de Ian Banks? Est-il plus adapté au monde de la culture, ou au nôtre, ou aux deux? Charlie Gordon est-il plus adapté comme arriéré ou comme surdoué, comme la souris Algernon? La science-fiction ayant comme fonction principale de décrire, autant que faire se peut, des sociétés différentes de la nôtre, même si en passant, elle décrit la nôtre, comment le faire aussi efficacement qu'en décrivant ces déviants? On peut d'ailleurs se demander si ce ne sont pas les auteurs eux-mêmes qui sont parfois des inadaptés. Beaucoup vous diront que pour être amateur de science-fiction, il faut soi-même être un petit peu inadapté. Quoi qu'il en soit, et pour discuter de cette intéressante question, sont réunis ici un certain nombre d'auteurs, excusez-moi, que je vais vous présenter très rapidement. On ne présente plus Philippe Curval. D'ailleurs, il faudrait tout le temps imparti à cette table ronde, puisque son œuvre et son rôle traversent toute l'histoire de la science-fiction française. Je ne soulignerai ici que ses activités de critique à travers plusieurs décennies, et évidemment son talent de romancier, toujours vivace, puisqu'il vient de publier chez La Volte, juste à temps, une uchronie aéronautique sur la guerre de 1914-1916. On ne présente plus non plus Catherine Dufour, bien que ses activités se soient étalées sur une période moins étendue. Entamée sous le signe de la fantaisie sarcastique, ton qu'elle a conservé dans sa récente Histoire de France, pour ceux qui n'aiment pas ça, son œuvre, nouvelles et romans, est dominée, à mon sens, par le goût de l'immortalité. Faites parler Olivier Paquet des mangas, il devient intarissable. Il l'est d'ailleurs sur France Culture au sein de l'émission Mauvais Genre, mais il est également romancier d'une science-fiction classique et efficace, si classique et efficace que, pas plus tard qu'hier, il a remporté le Grand Prix des Utopiales. Oh mon Dieu, oui, je mélange tout. Le prix Verlanger. Je savais bien que j'allais gaffer quelque part. Enfin, je suis ravi de présenter ici à mon côté quelqu'un qui est encore maintenant, mais je pense que ça ne va pas durer, moins connu chez nous. Il s'agit de Joe Walton, qui a obtenu des tas de prix à travers le monde, dont le Hugo et le Nebula pour Among Others, que Lune d'encre vient de faire paraître en France sous le titre Morwena, et dont, personnellement, je viens de finir avec un grand plaisir la passionnante lecture. Voilà maintenant avec qui nous allons pouvoir discuter des inadaptés dans la science-fiction. L'un d'entre vous se sent-il inadapté, déjà, pour débattre de cette question-là? Le premier qui lève la main, ce sera dénoncé, évidemment. Je sens que Catherine veut défendre les inadaptés. Oui, je suis persuadée que la science-fiction est fondamentalement une littérature d'inadaptés, fait par des inadaptés pour les inadaptés. Et je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, la science-fiction, oui, j'en lisais quand j'étais jeune ». Ça reste cette littérature qui pour moi est une nécessité d'exploration des possibles absolument indispensable, ne serait-ce que pour la maturation de la psyché collective, reste dans l'esprit de beaucoup une littérature de gens qui n'ont pas réussi à grandir. C'est désolant, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'en parlant des inadaptés dans la science-fiction, c'est un peu comme parler du lait dans le fromage. Tout est dans tout. Oui, la comparaison du lait dans le fromage me paraît intéressante. Mais est-ce qu'on peut considérer... je veux dire, le lait est un élément fondamental de la création du fromage. L'inadaptation est-elle à la base même de la maturation de la science-fiction?
Quelqu'un veut-il s'étendre sur cette métaphore fromagère? La maturation du fromage, évidemment, c'est un problème très intéressant. Bon, l'appliquer à la science-fiction pourrait donner des résultats dans une nouvelle, je ne sais pas laquelle. Pour moi, la science-fiction, évidemment, commence par l'inadaptation, puisque mes premières émotions dans ce domaine, ça a d'abord été le John Carter s'envolant pour la planète Mars et se trouvant face à une civilisation tout à fait inconnue. Mais le plus évident, c'est un roman qui a été à la source de mes émerveillements il y a fort longtemps, quand est paru Le Roi des Étoiles de Edmond Hamilton. Je ne parle pas de Peter Hamilton, mais de Edmond Hamilton, qui est un pionnier qui a écrit des romans, beaucoup, entre 1930 et 1960. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on a l'exemple, c'est l'archétype de l'inadapté dans la science-fiction. Au début, on a un personnage qui revient de la guerre de Corée, ou d'une autre guerre, je ne sais plus exactement laquelle, et qui est complètement replié sur lui-même, qui ne peut pas s'adapter à la société, puisqu'il a vécu cette guerre, et que ça a été absolument terrible pour lui, comme pilote de chasse, je crois. Et donc, il devient un simple petit bureaucrate quelque part, et vraiment, il est dans un état vraiment au seuil du suicide, ce qui est quand même le comble de l'inadaptation. Et à ce moment-là, il entend des voix depuis un certain temps, jusqu'au moment où quelqu'un lui dit « Je suis Zark ». Ah oui, mais qui es-tu, Zark? Il dit « Je suis Zark, le roi de l'Empire galactique ». Mais il dit « Qu'est-ce que c'est que cet Empire galactique ?» Eh bien voilà, le monde a essaimé il y a 200 000 ans, et maintenant nous avons un vaste empire, mais nous avons interrogé le passé et nous avons besoin de toi. Alors le personnage ne comprend pas, il dit oui c'est très bien, vous avez besoin de moi, mais enfin il y a 200 000 ans qui nous séparent, moi je suis complètement inadapté, je suis un foutu de la guerre. Il dit ça fait rien, nous allons faire un échange de cerveau. Donc tout d'un coup, pof, le personnage principal se trouve transporté au milieu de l'Empire galactique et il va avoir à résoudre un nombre de problèmes absolument incalculables pour lequel il n'est absolument pas adapté et qui va résoudre peu à peu jusqu'à devenir le roi des étoiles. Et là, on a vraiment le modèle de l'archétype. Et Edmond Hamilton a été récompensé dans les années 60 en disant qu'il avait été à l'origine du plus grand archétype de la science-fiction et certainement de la guerre des étoiles, des empires galactiques. C'est vraiment un inventeur assez extraordinaire. Autre exemple d'inadapté, si vous en avez un qui vous vient à l'esprit. Si. Olivier. Oui, bon, il y a un roman qui m'avait marqué à la lecture, qui est une science-fiction, enfin c'est de la science-fiction, mais c'est d'Elizabeth Moon, La vitesse de l'obscurité, où en fait ce sont des groupes d'autistes, enfin un peu particuliers parce que l'autisme est très varié, qui est sur la question d'essayer de savoir si on peut les guérir. Une partie du roman, c'est il y a le moyen de finalement les guérir de leur autisme, de les rendre normal d'une certaine manière. Et donc ce qui se passe sur le fait d'être normal ou pas, et le point de vue du personnage choisi par l'auteur, on est dans le personnage de cet autiste, et de voir comment il voit le monde, comment il conçoit le monde. Je me souviens, il y a un passage que je trouve très intéressant qui interroge aussi notre relation sociale aux autres. C'est quand il y a quelqu'un qui crève les pneus de la voiture du jeune héros autiste, et le responsable de centre constate ça et s'excuse. Enfin, il présente ses excuses et l'enfant lui dit mais pourquoi vous vous excusez, c'est pas vous qui avez crevé mes pneus. Or c'est vrai, on est désolé. Bah, pourquoi vous êtes désolé, c'est pas vous qui. Donc sur ce genre de rapports sociaux, de montrer un inadapté, c'est-à-dire il a une autre manière de concevoir les relations sociales, il a une autre manière, c'est-à-dire l'inadapté n'a pas les mêmes codes sociaux. Or, les humains, on anticipe. C'est-à-dire nos relations sociales sont basées sur nos anticipations des comportements des autres individus. Et donc ces cas d'autistes n'anticipent pas de la même manière. Et donc l'inadapté en science-fiction, c'est aussi ça, c'est qu'il anticipe d'une autre manière, où il voit les relations sociales d'une autre manière que ses collègues, si j'ose dire.
Moi, j'en vois encore. Puis Joe. Vas-y. Merci. J'en vois encore d'autres. Il y a Les Plus qu'humains de Sturgeon, où le personnage principal, c'est l'idiot. Et donc lui, il est idiot. Il y a deux petites jumelles qui sont, je crois, aussi totalement teubées. Et en fait, l'auteur réunit au sein d'un même organisme Gestalt différentes personnalités qui n'arrivent pas à se débrouiller dans le monde tel qu'il est toutes seules. Mais s'il y en a deux qui font les jambes, deux qui font les bras, un qui fait la tête, à ce moment-là, on obtient tout simplement un organisme plus puissant que tous les autres réunis. C'est un livre assez magnifique. Et évidemment, je pensais à Des fleurs pour Algernon. J'imagine que tout le monde connaît l'histoire de cet homme qui est cognitivement ralenti, qui va prendre une drogue qui va le... Jolie méthode, jolie formule. Qui va le rendre redoutablement intelligent jusqu'au moment où, une fois arrivé en haut de la pente, fatalement, il va la redescendre à toute vitesse. Mais je voudrais pas spoiler la fin pour ceux qui n'ont pas lu Des fleurs pour l'Algernon. I think there's two separate things here. One is stories like Flowers for Algernon and The Speed of Dark, where you're focusing on the character who is different and seeing their viewpoint. And in the case of Flowers for Algernon, you're starting off with seeing his viewpoint as being retarded, and so that later you can see him surpassing humanity and then have the tragedy of him coming down. And there's stories that are specifically about that character. But then other things like the Hamilton and so on are using a character who is not necessarily stupid but ignorant, and in the same way we often have a very young character, to explore a world. So you're putting the character in the position of the reader, where the reader knows nothing about a strange world, and the character doesn't understand it, but in reality a character would understand their own world. And why don't they understand it? Well, they don't understand it because they're stupid or ignorant, or they've come from a village and they've had no education, and so they've got to learn the world. And we're learning the world with them. And I think those are two separate uses of this that are both interesting. L'envers de ça, c'est les explorateurs, les ethnographes, d'une certaine manière, chez Ursula Le Guin, où l'autre manière d'explorer les mondes, c'est effectivement d'avoir un point de vue extérieur d'ethnologue, ou chez Banks aussi, ce sont des gens étrangers à la culture, etc. C'est l'autre manière, où c'est voir les mondes à partir de quelque chose de plus intelligent. Et effectivement, il y a deux manières de montrer le monde au lecteur, soit à partir d'un idiot, soit à partir de quelqu'un extérieur. Donc, et un explorateur, chez Le Guin, c'est typique, c'est parce qu'il est extérieur qu'il essaye de chercher les règles. Mais c'est inadapté d'une certaine manière. Dans Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, c'est parce qu'il vit sur Anarès, donc une autre planète, et qui découvre la vraie planète d'origine, où les théories anarchistes ont été développées, qu'il essaye de comprendre les règles du monde. C'est une autre forme d'inadaptation, mais par l'intelligence et pas par... And Le Guin and other people who write this sort of anthropological SF, like Eleanor Arneson's Woman of the Iron People, and Walter John Williams, whatever it's called, but Ambassador of Progress. And when you have that, then often the two societies are being shown in contrast to each other. So you have the person from the more sophisticated society who's exploring the less sophisticated society, and very often during the course of the novel, it's the less sophisticated society is more adapted to their planet, they understand things better. Certainly in The Left Hand of Darkness, you've got a character learning a world and learning to see what's good in that world, and that the world has something to teach. So you get that both ways in terms of adaptation. Oui, pour reprendre ce dernier exemple de La main gauche de la nuit, le personnage de l'explorateur, Genley High,
joue aussi un autre rôle qui est un rôle strictement narratif. Je veux dire, c'était vraiment un ustensile utilisé par l'auteur pour décrire une société de manière beaucoup moins didactique qu'on pourrait le faire, simplement en décrivant ses propres réactions. Lui, homme unisexué, individu unisexué, face à une société où tous les individus changent de sexe de façon régulière et deviennent soit un homme, soit une femme, et c'est ainsi que la population se reproduit. Le fait de mettre au milieu de cette société tout à fait organisée de cette manière-là, biologiquement organisée de cette manière-là, quelqu'un qui est parfaitement inadapté, puisqu'il est complètement différent, c'est le meilleur moyen, je crois, pour Ursula Le Guin de nous montrer sans explication superfétatoire comment la société est organisée, ou comment ce monde est organisé. Philippe Urban. On a aussi l'inadapté à l'envers, c'est-à-dire le génie. Par exemple, dans Thomas Dich, qui s'appelle Camp de concentration, on a choisi les personnages et on leur a inoculé la syphilis. Et il se trouve qu'à travers cette expérience, petit à petit, le personnage principal de camp de concentration dans lequel on enferme ces personnages qui augmentent leur intelligence en permanence, voient leur génie augmenter, et alors que c'était des scientifiques pris dans normalement avec ou d'autres personnages tout à fait vivants d'une manière tout à fait normale, petit à petit, dans ce camp de concentration, il y a une concentration de génie qui monte et il y a une espèce d'étrangeté qui se produit parce que peu à peu, ces personnages sentent qu'ils se détachent du monde à cause de leur intelligence et qu'ils ne peuvent plus s'adapter au monde qui a été le leur auparavant. Et là, c'est un exemple contraire du génie qui devient inadapté à travers une expérience scientifique. Certes, on parlait tout à l'heure, Olivier parlait de Iain M. Banks, dans cette grosse nouvelle, magnifique grosse nouvelle, une novella qui s'appelle, si je me souviens bien, L'État des Arts. Voilà un individu qui fait partie d'un vaisseau d'exploration de la culture et qui découvre une planète dont on s'aperçoit assez vite que cette planète n'est pas autre chose que la Terre, en gros, dans les années 70. Et un des personnages de l'histoire explore, comme ses collègues, la planète, vit de manière complètement anonyme au sein de la population et se prend d'affection pour cette espèce d'humanité folle qu'il déteste et qu'il admire et dans laquelle il commence à se sentir bien et à laquelle il commence à s'adapter. Et le nœud de l'histoire, le nœud de toute l'histoire, c'est que va-t-il faire? Va-t-il décider de rester sur cette terre épouvantable, cette civilisation qui pollue son environnement, où les massacres sont légion, où l'injustice règne, ou va-t-il repartir avec la culture, cette espèce de société édénique? Bon, je ne vous dis pas ce qu'il en arrive, mais il va choisir à quel monde il faut que lui s'adapte. Et je crois que c'est une très belle métaphore de du problème de l'individu face à une société qui est... Si tu me permets, et même plus généralement, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de décider si la Terre est pas inadaptée à la culture. C'est-à-dire que c'est même plus global. On se pose la question, puisqu'il s'agit de savoir si les gens de la culture vont faire que la Terre va intégrer cette multicivilisation. Et donc, les planètes entières, on peut décider si elles sont adaptées ou pas à ce groupe de civilisation qu'est la culture. Donc, c'est encore plus vaste que simplement les individus. C'est juste. D'ailleurs, on peut là, cette fois-ci, dire ce qu'il en est finalement, puisque comme vous vous en êtes rendu compte, la culture ne s'est pas manifestée à nous, donc en fait, elle a décidé de ne pas se révéler à la race humaine. Oui, moi je voulais Catherine. revenir sur... les inadaptés à l'envers, il n'y a pas que les génies, enfin si, il y a les forts en tous sont les super-héros. Et j'avais toujours été étonnée quand tous ceux qui ont lu Marvel et Strange le savent comme moi. Ce sont des gens qui font des choses absolument formidables. C'est quand même génial de pouvoir voler, se transformer en flamme, en glace ou avoir les membres comme du caoutchouc.
Et dans leur vie quotidienne, ce sont des inadaptés complets. Ils sont toujours très seuls, très malheureux. Et ils passent l'essentiel de leur vie civile à se prendre la tête entre les mains en sanglotant tellement la société les rejette. Et je m'étais demandé pourquoi tous ces super-héros traversaient une solitude pareille au lieu de frimer comme des bêtes et d'être très fiers d'eux-mêmes. Et j'ai eu un début de réponse quand on m'a expliqué que les scénaristes, en général, de ces BD, étaient au début souvent des Noirs américains qui gagnaient leur croûte comme ça et qui, globalement, dans leur vie, étaient très peu considérés, puisqu'on parle là des États-Unis dans les années 40, 50, 60. Là, je vous renvoie à Invisible Man, donc toute la problématique de l'invisibilité de l'homme noir américain dans une société qui ne veut pas de lui, et que c'était une façon pour eux de retransmettre leur blues. Donc le blues de super-héros tel que vous voyez Angel se prenant le visage dans les mains en sanglotant tard le soir quelque part sur un trottoir de Wall Street, c'est en fait tout le blues de l'homme noir américain confronté à sa propre invisibilité. Donc il y a toujours cette volonté de magnifier, de transcender son propre abandon au sein d'une société injuste, en imaginant que si on a du mal à marcher, c'est parce qu'on a des ailes de géants qui traînent derrière nous et qu'on se prend les pattes dedans. Et j'ai trouvé l'explication intéressante et assez touchante aussi. I think there's another possible explanation of that, which is the myth that you can't, that if you've got some wonderful thing, if you are a genius, if you've got a superpower, if you're incredibly beautiful, it won't make you happy. And the sort of Kurt Vonnegut's Harrison Bergenon with trying to make everybody equal by making beautiful people wear masks and have intelligent people have a buzzing in their ears the whole time so they can't think properly, and strong people have to carry weights. I think there's an element of that in showing the superhero weeping and say, well, it wouldn't really make you happy if you had these powers as well. It's not really any better to be like that, even though, you know, we're naturally envious of people who can fly and have that. And I think that you get that scene where they're unhappy to make us feel less envious of them, and also to make us feel more sympathetic to them, to be able to empathize with them, because they're not just wonderful all the time. They're also sad. It also causes problems. So I think that scene is doing a whole pile of different things with all of this stuff, with alienation and also with empathy and our sympathies, and it's a very valuable scene to have there. That's doing a lot of work, I think. Oui, Olivier. Je pense juste à une autre aussi possibilité à travers le prisme des mangas, quelque chose que je connais un peu, surtout ces récits shonen, donc de séries pour garçons, pour adolescents. C'est-à-dire l'adolescent est une sorte d'inadapté. C'est-à-dire que soit il ne comprend pas les règles de la société, soit la société ne le comprend pas, et le manga pour adolescents, et je parle de ça. Bon, c'est pas de la science-fiction, mais comme c'est plutôt bien connu, hein, que j'ai plutôt parlé de ça. Une série comme Naruto, c'est un adolescent qui, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, et on a plusieurs typologies, c'est-à-dire que le principe de ces shonen, on a plusieurs typologies d'adolescents mal dans leur peau. On a le sombre héros, le maladroit, etc. Et c'est aussi une manière de rendre compte pour un public adolescent de toutes les que c'est normal d'être anormal quand on est, de ne pas être adapté à la société et d'essayer de trouver sa place. Donc l'adolescent comme héros de science-fiction ou autre, c'est pour ça qu'on en parle dans ces séries. C'est aussi un adolescent, c'est aussi un inadapté. Oui, Philippe. Ce que je voulais rajouter simplement, c'est un détail, c'est le fait que tous ces super-héros ont des difficultés énormes dans leur rapport amoureux. En général, non seulement ils sont inadaptés parce que ce sont des super-héros, mais en réalité, ils ont toujours, par exemple, Superman a des rapports très difficiles avec sa femme, Mandrake
avec Diana n'arrive jamais à ses fins. Et dans la réalité quotidienne, ces super-héros sont toujours en proie aux difficultés de la vie. Et pourtant, ce sont les adultes parfaitement normaux. Il y en a qui sont journalistes, etc., qui mènent leur cap. Et malgré ça, ils sont vraiment totalement minables dans leurs relations amoureuses. Yeah, and the level of deceit, they have to have deceit. They have to lie to maintain their two lives. They're living a double life, and that's also interesting. Je ne sais plus quel humoriste disait, à propos d'un héros qui n'est pas un héros de science-fiction, mais je crois que la problématique est la même, Zorro porte un masque pour qu'on le reconnaisse. Je crois que de la même manière, ce qui vient d'être dit, c'est la manière de se cacher et en même temps de se révéler en tant que différent, en tant qu'inadapté. Mais je voudrais revenir à relier deux éléments qui ont été soulevés par Catherine au début de notre débat et par Olivier à l'instant. Si effectivement l'adolescent est un être, je dirais, en cours d'adaptation, in fine réussi ou pas, mais généralement oui. En même temps, l'adolescent, c'est celui pour lequel la littérature de science-fiction est écrite, ou supposée être. Est-ce qu'il n'y a pas là un lien à faire entre la science-fiction comme littérature inadaptée, ou comme littérature d'inadaptés, ou comme littérature de description des inadaptés, et qui, en tant que telle, effectivement, peut séduire les inadaptés en cours, que ce seraient les adolescents. Catherine, toi qui as parlé des adolescents tout à l'heure, et de la SF. Non, ça te plonge dans la stupéfaction. Ça me plonge. Mais s'il y a aussi une chose, à mon avis, avec ces adolescents, cette inadaptation, c'est aussi... Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est une possibilité de créer du nouveau. C'est-à-dire que le fait essayer de comprendre les règles de la société, mais aussi on n'est pas obligé de les accepter. Donc c'est aussi un germe de possibilités de nouveau. Or, en science-fiction, on essaye aussi de remettre en cause finalement les règles de fonctionnement de la société. Et l'adolescent, comme il est en construction, c'est aussi un moyen d'interroger et de se dire peut-être qu'on peut faire autrement. Donc le héros adolescent, c'est celui qui va faire que ce nouveau va advenir. Alors que la plupart des adolescents vont finalement... Il y a un truc très intéressant justement sur les adolescents, c'est le cas du Japon à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a la figure de la Kankuro Girls, ce sont des filles qui sont hyper maquillées, alors qu'ils sont la peau hyper bronzée, quasiment noire, qui est en fait la version inversée de la geisha qui a le teint de porcelaine. Bon, c'est une vision de la beauté inversée, où on a plus anciens les furios ou les gangs de motards. Donc ça, c'est un temps de l'adolescence, juste avant où il s'agit de rentrer dans la vie active, et ces filles et ces garçons, on va les retrouver ensuite en costume cravate, salariman, etc. Mais ils ont eu ce moment de furie, comme ça, de choses délirantes, avant de rentrer dans le rang. Donc là, c'est encore plus violent, c'est-à-dire on a vraiment quelque chose d'excessif dans le délire pour revenir dans le rang. Donc ça, c'est la phase de l'adolescence. Au Japon, elle est comme ça. Et donc finalement, si on prend une figure d'adolescent en science-fiction, ça va être justement pour pas dire, ils délirent pendant un instant, puis ensuite ils reviennent dans le rang. C'est quand même plus intéressant, je trouve, de faire ces adolescents pour dire ok, ils vont ensuite changer la société par une certaine manière, où ils vont remettre en cause les principes, ils vont découvrir les règles qui leur étaient cachées, parce que les adultes, il y a des règles implicites dans nos sociétés. Et donc l'adolescent, il essaye d'avoir les règles explicites, et c'est pas toujours évident, parce qu'on cache des choses, parce qu'on sait que c'est problématique. Donc l'adolescent est là pour essayer de dire mais pourquoi vous m'avez caché ces règles? Donc, mais peut-être que ces règles n'ont aucun sens. Donc ça aussi, c'est pour ça que l'adolescent est une personnalité d'inadapté intéressante. Oui, tout à fait. Oui, Philippe? Oui, enfin, je crois quand même qu'il ne faut pas limiter l'inadapté, la formidable épopée d'inadapté à l'adolescent, parce qu'en réalité, la science-fiction adulte est quand même très importante, et je crois que c'est surtout par là qu'elle m'intéresse personnellement.
Donc on peut trouver des inadaptés de façon basiquement, à partir du moment où une spéculation à propos d'une conjecture tout à fait différente de la vie normale intervient à travers un roman, de manière générale, il est évident que le personnage central, qui est adulte en général, doit affronter un monde qu'il ne connaît pas. Je ne parle pas simplement de ce qu'il y a de plus évident, c'est-à-dire la conquête spatiale, puisque par exemple, quand on voit le roman de Frank Robinson où on terraforme Mars, il est évident que là, même si ce sont des scientifiques qui sont emmenés sur cette planète, ils vont avoir des difficultés considérables, et ça sera donc tout le sujet du roman, qui est vraiment la structure même du roman de SF qui se projette dans la conquête spatiale. Mais il y a aussi dans les romans qui se passent sur Terre, dans lesquels il y a des conflits latents, même si le personnage central est inclus dans cette société et qu'il la connaît, le propos de la science-fiction est justement de montrer comment, à partir d'un certain moment, il va changer, et à ce moment-là, le personnage central va se trouver complètement en décalage avec tout ce qu'il a connu jusqu'à présent et qui va totalement métamorphoser son existence. Bon, je ne parle pas non plus exactement de tout ce qui concerne les romans catastrophes, puisque tous ces romans qui reposent sur la fin du monde impliquent évidemment que personne n'est adapté à la fin du monde, et que donc c'est aussi le sujet principal d'un immense nombre de récits de science-fiction. Voilà pourquoi je crois que la science-fiction est d'abord le fait d'inadaptés adultes qui se trouvent face à des mondes différents, et c'est souvent le propos majeur de la science-fiction en général. Oui, si la science-fiction est une littérature du changement, tout changement implique de la part des gens qui le subissent une nécessité d'adaptation, évidemment. Joe Walden, no? I think, you know, when they tell you as writing advice to write what you know, well, the one thing that we all know is what it's like to be 13 years old and surrounded by aliens. I think that's a universal experience that we all remember, and I think that a lot of that does get into science fiction, whether it's overtly writing about an adolescent coming of age and learning a world, or whether it's an adult being plunged into a new world and learning the rules as they go along in an anthropological way or whatever. But a lot of that universal experience that I think we've all had does come into science fiction from that direction. Bien, il est peut-être maintenant le moment de se tourner vers la salle et de voir parmi vous si quelqu'un a une question à poser ou une réponse à apporter. Et je pourrais peut-être commencer par vous demander si vous avez eu, vous, cette expérience d'adolescent environné d'extraterrestres. Y a-t-il quelqu'un qui peut témoigner sur ce point dans la salle? Et apparemment, la proportion n'est pas très grande. Si, voilà, voilà un spectateur. Des mutants environnés de nos mutants. Oui, oui, oui. Non, surtout pas de micro. Non. Pas. Si, si. Non, il a un micro incorporé. Non, mais oui, personnellement, moi, c'est une expérience. Je n'étais pas été plongé parmi les extraterrestres, mais quand j'étais au début de mes études au lycée Michelet, quand j'étais dans le temps, il existait des classes qui s'appelaient la 12e, la 11e, la 10e. Et donc je me souviens fort bien qu'en 10e, comme je sentais très très mal, parce que j'avais appris à lire et à écrire avant tout le monde, et donc quand je suis arrivé dans ces classes, il est évident que j'étais complètement en décalage avec tous les gens qui étaient en train d'apprendre à lire et à écrire. Et petit à petit, je suis devenu une sorte légèrement paranoïaque, et peu à peu, j'ai raconté aux autres qu'il n'était pas question que je fasse partie d'eux,
puisque moi, personnellement, j'étais parachuté depuis mars sur Terre et que j'attendais qu'on vienne me reprendre bientôt. Et donc ça, c'est une expérience qui est totalement celui d'un inadapté face à des extraterrestres. Mais c'était moi qui en étais un. Donc on a au moins parmi nous un exemple d'auteur de science-fiction en tant qu'inadapté. Mais il y en a un deuxième, tiens. Je me posais la question aussi, on parle d'inadapté, mais est-ce que simplement le fait d'être étranger, c'est déjà être inadapté? Quand on va à l'étranger, ou par exemple si on va en Asie, c'est nous occidentaux qui sommes habitués, ou si on va en Russie, ou si on ne connaît pas donc le cyrillique, si on ne connaît pas les langues donc asiatiques, les idéogrammes, on se retrouve d'une part à être un idiot, c'est un illettré. Donc à ne pas être en mesure de se diriger, bon, même s'il y a des bilingues, enfin il y a des choses bilingues, mais c'est pas toujours le cas. Donc on se retrouve dans la position d'inadapté, de l'idiot qui ne comprend pas les codes sociaux, si on doit interagir avec les gens, comment ça se passe. On peut vivre cette expérience d'inadapté simplement si on va suffisamment dans l'exotique, dans tous les sens du terme. Yeah. Là aussi, évidemment, quand on est en Europe, ça nous semble un peu moins prégnant. Mais quand on va vraiment à l'étranger, c'est beaucoup plus... on a une vraie expérience d'inadaptation. No, I always say that I lose 100 IQ points when I have to deal in French. Okay, in French I'm a very basic, stupid person. I can barely be polite. I certainly can't be funny. In English I'm an interesting person with interesting things to say, but in French I'm just barely a child. And so even within Europe, even within Montreal, I can have that experience where, you know, I have a different personality when I'm trying to speak French all the time. And it's a very interesting experience because sometimes there'll be somebody that I'm used to speaking French with in my bad, hesitant French, and then for some reason I'll make a mistake. We'll switch into English, and suddenly I can be funny, I can be fluent. And they also speak English, and they realize that I'm not a stupid person, that they'd made assumptions about me that were wrong. And that's actually a very interesting experience. It's a very science fictional experience in a lot of ways. Il y a une petite blague sur comment un Français se fait comprendre à l'étranger quand il va au restaurant, quand il fait une commande. Il répète la même chose 2 fois, mais la deuxième fois plus fort. Voilà, c'est comme ça qu'il se fait comprendre à l'étranger. Mais ce qui est délicat... Je pense qu'il complique peut-être un peu le sujet, c'est que d'abord toute littérature, on peut dire toute manifestation artistique, met en scène une inadaptation. S'il n'y a pas une adaptation à un moment ou à un autre, Jean-Jacques l'a très bien dit au début, il ne peut pas y avoir d'histoire. Tous les gens qui ont essayé d'écrire une utopie le savent, on ne peut pas écrire d'utopie, les gens heureux n'ont pas d'histoire, sauf quelques rares génies qui ont réussi quand même à... Je pense à Simac avec Demain les chiens, qui ont quand même réussi à écrire des utopies où il se passe quelque chose. Donc à la base, il y a une inadaptation à la base de tout effort romanesque, voire artistique. Il est évident que ça va davantage parler à des gens qui eux-mêmes ont un problème, ne serait-ce que passager, d'inadaptation. Parce que, je sais pas, moi, quand on est président de la République, on n'a visiblement pas le temps de lire de livres. Les livres vont probablement plus parler à des gens qui ont du temps pour réfléchir à la difficulté d'être dans la vie. Donc, il est aussi, on remarque tous, qu'on lit probablement beaucoup plus quand on est jeune que quand on vieillit. Là, je sais qu'il y a énormément de contre-exemples, mais il y a, je dirais, une espèce de pic de lecture à l'adolescence, très probablement parce que les livres sont quand même vus comme une bonne boîte à outils ou chercher des moyens d'être au monde. Et là, ouais, je vais parler de littérature, pas du tout de science-fiction, mais c'est vraiment de la littérature populaire pour ados. Parce que je fais partie de ces gens qui non seulement ont lu Twilight et ont lu 50 Shades of Grey, mais en plus je les ai relus pour faire une étude comparée pour le monde diplomatique. Vous pouvez me plaindre. Et merci.
Et c'est évident que là-dedans, il y a un objet fantasmatique. C'est l'homme, il est beau, il est magnifique, il est pété de pognon et où il est immortel. Et que la personne inadaptée à laquelle la lectrice s'identifie, c'est la donzelle, car elle est systématiquement présentée comme juste pas très belle. Elle ne peut pas mettre un pied devant l'autre sans se casser la figure. Elle n'a pas de potes. Son père est sinistre, sa mère a de l'eau tiède dans la tête. Sa vie n'a aucun sens. Et finalement, elle s'en sort. Donc il faut prendre ces livres véritablement comme des boîtes à outils où une petite jeune fille qui se sent inadaptée va aller suivre différentes pistes. Et il y a une excellente analyse de ce phénomène par Eva Illouz. Elle analyse le phénomène 50 Shades of Grey, elle appelle ça 50 nuances de romance, je crois, où il va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais donc, ce que je souhaite, pour finir, c'est dire qu'au-delà, justement, de cette inadaptation qui est au cœur de tout travail romanesque, moi, ce que j'attends de la science-fiction, c'est d'aller encore plus loin dans l'inadaptation. Voilà, c'est-à-dire que je souhaite que la science-fiction me permette de deviner des choses qui n'existent pas encore ou qui n'existent pas ici. À partir du moment où la SF m'amène dans un vertige ou dans un questionnement que j'avais jamais eu l'occasion de me poser, j'estime qu'elle a rempli son office. Et un des plus beaux exemples que j'avais eu de ce vertige, c'est une petite nouvelle ça va me revenir, c'est Henry Kuttner et Catherine Moore. Ils écrivaient sous un pseudo, Lewis Padgett. Alors en plus, c'est traduit par Boris Vian, ça gâte pas la chose. Et donc, il y a deux gamins qui trouvent une boîte de jeux. Et malheureusement, c'est des jeux qui en fait étaient réservés pour un alien qui vit sur 12 dimensions en même temps. Donc ils vont se grandir avec ces jeux. Et la petite fille, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête. Elle est totalement barrée dans la 12e dimension. On ne comprend plus rien à son dialogue intérieur. Mais le petit garçon qui a eu ses jouets un peu tardivement, vers l'âge de 6 ans, va être une espèce d'hybride entre nos 3 dimensions et demie et les dimensions 7, 8, 9. Et là, les auteurs arrivent très bien à nous faire saisir à travers le regard de son père qui est de plus en plus effaré par ce que deviennent ses enfants. Notamment, il joue avec une grille où il y a une bibi qui se promène dans un labyrinthe. Et alors, il faut arriver à faire revenir la bille par là en lui faisant remonter le temps. Voilà. Et le père essaye de comprendre et le gamin au début il n'y arrive pas, puis à la fin il arrive super bien à remonter le temps et il tend le doigt en disant mais tu vois papa, et alors il y a le doigt qu'on voit réapparaître par 3 secondes plus tard, et on sent le père effaré par la bizarrerie croissante de son fils, et les auteurs arrivent à faire toucher du doigt cette bizarrerie. On a effectivement un moment une impression de vertige sur son fauteuil en se disant bon sang, je crois que là je viens de reculer de 1 seconde, et c'est ça que moi j'attends de la science-fiction plus particulièrement. Alors il y a un type particulier d'inadapté qui est très utilisé en science-fiction et qui peut donner des résultats assez extraordinaires, c'est l'amnésique. À partir du moment où l'amnésique arrive au début du roman devant un monde qui est encore plus incompréhensible que celui de l'inadapté, il va se produire une enquête existentielle sur le pourquoi du monde et le pourquoi suis-je au monde. Et ça, je crois que c'est un thème de science-fiction qui est absolument récurrent et qui donne d'extraordinaires résultats. Je ne citerai pas mon roman L'Homme Arbour qui est exactement basé sur ce sujet, mais j'ai été influencé par d'autres romans aussi extraordinaires qui, à partir de ce thème de l'amnésique, va pouvoir générer une polyphonie de sentiments et de quêtes existentielles tout à fait extraordinaire. Et à l'opposé, il y a aussi le mutant. Le mutant, c'est aussi un sujet très très important. Alors c'est l'adapté suprême. Le plus grand exemple d'un des mutants les plus célèbres, c'est À la poursuite des slans de Van Vogt, dans lequel les slans sont des mutants qui sont apparus récemment dans la société et qui sont petit à petit repérés parce qu'évidemment ils gênent complètement le fonctionnement de la société puisqu'ils apportent un plus que les autres ne peuvent pas avoir et qu'ils se sentent en état d'infériorité. Et là, c'est la population en général qui est inadaptée par rapport aux mutants qui sont en train d'évoluer.
Et là, je crois que c'est aussi l'amnésique et le mutant sont deux thèmes essentiels de la science-fiction qui ont donné parmi les plus grands romans, en particulier cette poursuite d'Eslan, et puis aussi des personnages sont à demi mutants dans les romans de Sturgeon, dans les plus qu'humains, où là, à travers la poésie, il fait ressentir parfaitement ce que peut être un être totalement différent du monde qui l'environne et qui va pouvoir petit à petit essayer de trouver des ponts entre ceux qui sont adaptés et ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est aussi un thème qui, à mon avis, est extrêmement générateur de romans admirables. Olivier Paquet. Oui, à propos justement des mutants, ça me fait penser plus généralement sur la question de l'évolution. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de l'évolution sur la Terre, les dinosaures ont été les plus adaptés à leur milieu. Ils étaient super adaptés à leur milieu, trop bien adaptés à leur milieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce milieu va changer, se modifie, il n'arrive plus à changer. Donc il meurt de cette inadaptation, même s'il y a une météorite. D'ailleurs, même s'il y a eu la météorite, on sait que la météorite elle-même n'a pas suffi. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des explosions de volcans de l'autre côté, enfin il n'y a pas simplement la météorite. Mais même, enfin, donc ils étaient plus adaptés à ça. Ce qui a survécu, c'est des petits trucs, des mammifères, des choses comme ça, qui n'étaient pas les mieux adaptés de leur milieu, mais qui ont réussi à faire l'évolution. Et la mutation, c'est aussi donner la possibilité de s'adapter au changement du milieu à venir. Alors là, je tiens à m'élever en faux. En fait, les dinosaures n'ont pas du tout disparu. Les oiseaux sont des dinosaures. Quand vous voyez un poulet, c'est un dinosaure. Je pense avoir été marqué après le Père Noël par mon meilleur ami en CM1 quand j'avais 9 ans, qui avait, lui, retardé un petit peu son passage en CM2, donc il était resté là au moins 2-3 ans, et donc il avait un peu plus de maturité que moi. Et il m'a toujours fait croire, et c'était mon meilleur ami, qu'il était en relation avec des extraterrestres et que chez lui, il y avait un vaisseau, mais je n'allais jamais chez lui. Et le jour où je suis allé chez lui, bien sûr, alors j'ai fouillé partout dans sa maison, et mes illusions sont tombées du jour où j'ai quand même compris un petit peu plus tard qu'il était plutôt intéressé par ma petite copine de CM1 que... Alors depuis, j'ai l'impression je me méfie et j'ai l'impression d'être un petit peu mutant, et je me méfie maintenant un petit peu de la science-fiction. D'autres inadaptés dont j'ai vu lever la main tout à l'heure. En fait, c'est celui qui a le micro qui peut parler. Je crois qu'il arrive. Bonjour. Là, c'est pas un témoignage inadapté, mais je pensais par rapport à la problématique qu'on pouvait aussi prendre le problème à l'envers, parce que la science-fiction, c'est aussi créer un monde, un univers, et puis se mettre dans ce monde, et puis essayer de trouver des solutions, voir comment il va fonctionner. Et autrement dit, ça peut aussi être une voie d'adaptation, justement, à un système. Quand vous voyez par exemple Barjavel qui écrit « Si j'étais Dieu », il se met à la place de Dieu et il écrit vraiment un livre de science-fiction, mais il arrive comme ça justement à s'adapter à une situation tout à fait originale. Si bien qu'il y a quand même un paradoxe, adaptation, inadaptation, dans la science-fiction. C'est justement écrire de la science-fiction ou même la pensée, c'est peut-être prouver un potentiel d'adaptation suprême, justement. Certes, oui. De toute façon, parler de quelque chose, c'est toujours parler de son contraire. Est-ce qu'on se prend pour Dieu, en fait? Toi ou moi? Nous, quoi. Ah oui. Tu es Dieu. Ah bah voilà, je suis Dieu. Yeah, well, we are when we're right. Come on. We are God when we're right. If we want to end the universe, if we want to smite the character with lightning, we can do that. We are God in that sense. We are providence. I once had a situation where my characters were having a conversation about how to get away from me. I mean, they were talking about how to get away from Providence, but it was me they meant. I didn't let them. D'autres dieux, d'autres inadaptés. C'est pareil. Ah, voilà.
Oui, donc aussi je pense que ce qui peut être difficile dans une expérience d'inadaptation, c'est aussi de comprendre le pourquoi on est inadapté par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en tant qu'inadapté, on peut constater une barrière entre les autres, c'est-à-dire une réaction de rejet de la part d'autres enfants ou d'autres adolescents, et finalement de se demander sur quelle différence se base cette discrimination et ce rejet. Et donc je pense que arriver à comprendre ce qui gêne les autres dans une personnalité, ce qui va entraîner le rejet, peut être une cause d'inadaptation supplémentaire, dont finalement une incapacité à essayer de devenir comme les autres pour pouvoir se fondre dans la société. Voilà. Bon, alors là, c'est un sujet immense. Où effectivement, on est tous à courir après un modèle que jamais nous ne rattraperons, sauf à avoir toujours 20 ans et toujours peser 50 kilos. En tout cas, là, je parle pour les femmes. Et effectivement, on est tous tout seuls dans notre peau à pleurer après ce modèle qu'on n'arrivera jamais à rattraper, sauf à partir d'un certain âge. On envoie péter le modèle. Mais il y a des gens qui sont plus inadaptés que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus rejetés par la société que d'autres. On a tous un handicap. Déjà, on juge en permanence. Nous sommes, comme le disait Kant, on est des machines à émettre des jugements pour essayer autant négatifs sur les autres afin de s'auto-persuader que nous détenons la vérité, ce qui est vrai d'ailleurs de notre point de vue dans notre monde. Si on raisonne de façon ontologique. Mais il y a des inadaptations qui sont plus criantes que les autres parce qu'elles sont très codifiées socialement. Et je pense aux inadaptations économiques. Il y a les inadaptations cognitives. Et puis après, il y a tous les phénomènes de rejet d'appartenance, que ce soit essentiellement la couleur de peau. Il y a le genre aussi qui pose des problèmes. Et c'est vraiment une dichotomie entre soi et la société. Il faut arriver, à trouver sa place et deux, à la faire. C'est-à-dire qu'on peut rentrer le ventre pour arriver à rentrer dans l'espace que nous laisse la société. Et à un moment, il faut ressortir le ventre pour pousser la société. Et la littérature de science-fiction a ceci de bien, c'est que, elle va pouvoir aider à trouver des solutions, et deux, elle va pouvoir aussi aider à foutre le camp de cet endroit aussi inconfortable, et à rêver d'étoiles. Il y a toute cette dimension échappatoire de la science-fiction que... Enfin, moi, pour le moment, je n'ai pas évoqué, je me demande pourquoi, parce que ça a été une de mes solutions à l'âge de 15 ans. Ce que je voulais être dans la vie, moi, c'était officier scientifique sur un vaisseau spatial, et c'était vraiment, avec écrivain, les deux carrières que j'avais envie d'embrasser, toutes les autres m'ennuyaient. Donc finalement, j'ai fait ce que j'ai pu faire, puisqu'on n'a pas encore construit l'Enterprise. Mais cette dimension magique de la science-fiction, beaucoup plus magique que la fantaisie, en ce sens que la fantaisie, on sait bien que la Terre du Milieu, à un moment, soit ça n'existe pas, ou alors ça existait il y a très longtemps, mais les étoiles, elles sont là, je dirais, elles sont pas loin. Bon, c'est peut-être là qu'est l'illusion, et peut-être qu'un jour on ira, bon là c'est peut-être là aussi qu'est l'illusion, mais ça a été pour moi un grand moment, la découverte de la science-fiction sous l'angle space opéra. Mais je pense justement à ça, les étoiles, mais c'est aussi, ce rêve des étoiles, c'est un rêve occidental, dans le sens où nous n'avons pas d'autres terres où aller. Maintenant que l'Amérique a été conquise, où tous les immigrés sont arrivés, mais pour les pays, je parle Afrique ou autre, les étoiles, c'est l'Europe. On peut imaginer, nous, finalement, nous sommes européens, comme finalement il n'y a pas trop d'endroits où on peut aller où c'est la terre promise, finalement la terre promise ça peut être les étoiles. Mais on peut se poser la question si dans d'autres civilisations c'est pas l'Europe, les étoiles. Donc ça aussi c'est un problème. Les étoiles c'est vraiment un rêve d'occidentaux d'une certaine manière. C'est un rêve aussi au Japon. Hein. Quand je dis occidentaux, je parle aussi au Japon. Hein. Je ne parle pas simplement européen. Oui, moi je partage aussi ce désir de conquête des étoiles qui serait absolument mon idéal absolu, de pouvoir partir dès demain pour aller sur Mars. Mais ça, malheureusement, bon, il est évident qu'on ne peut pas, surtout à mon âge, y penser, y parvenir. Mais ce que je voulais revenir quand même, c'est le thème même de ce débat, c'est la fabuleuse épopée des inadaptés de la science-fiction. Parce que ça sous-entend quand même que ces inadaptés sont très souvent
les moteurs de la transformation de la société. Et c'est quand même par là que la science-fiction amène des solutions à des problèmes complexes d'une manière métaphorique ou conjecturale. Puisque au départ, le personnage inadapté va rentrer dans ce monde qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît bien mais qui change, et non seulement il va vouloir s'adapter à ce monde, mais en plus il va vouloir le corriger. Et c'est ça qui est intéressant dans un grand nombre de romans de science-fiction adulte, c'est que le personnage central peu à peu va prendre conscience de son environnement et peu à peu le maîtriser et peu à peu tenter de le transformer de façon à ce qu'il parvienne non pas à l'utopie, mais évidemment il y a toujours un désir d'utopie à travers la science-fiction. Et ces inadaptés cherchent un peu à réaliser l'utopie, et c'est quand même vraiment ça la fabuleuse épopée des inadaptés de la science-fiction. Ah, c'est très bien. Micro. Oui. On ne t'entend pas. Nous sommes à une époque, ce qui est rare, mais où les geeks sont devenus à la mode, et finalement les inadaptés sont devenus adaptés, et les adaptés deviennent inadaptés. Et une extrapolation de ça en science-fiction, c'est le roman de Peter Watts, Vision aveugle, où tous les humains typiques sont à peu près inadaptés à toute forme de travail utile à la société. Et quand on doit envoyer un vaisseau spatial dans une mission d'importance cruciale, on y met un équipage avec tout un tas de gens qui ont des syndromes neurologiques extrêmement lourds, de syndromes à personnalité multiple ou des autismes profonds. Donc est-ce que finalement les inadaptés ne seront pas les adaptés du futur ? Les inadaptés ne sont-ils pas les adaptés du futur ? Mais même pas forcément du futur. Je sais que, j'ai ouï dire que quand les personnes qui vont passer 6 mois dans une base arctique, ce sont pas des gens comme vous et moi, en tout cas pas comme moi. Ils ont des personnalités qui sont plus schizotypiques, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bien tout seuls. Ils n'ont pas spécialement besoin de l'autre. Ils sont pas contre, mais s'il n'y a pas, ils s'en passent. Et ça, c'est carrément pas tout le monde. Moi, je deviens zinzin, je pense, au bout de 3 jours, je me mets à manger mes cheveux, quoi. Alors qu'eux, non, ça se passe bien. Ils ont un coup de fil tous les... Alors maintenant, ça ne doit plus être aussi aigu comme isolement, puisqu'il y a tous les réseaux. Mais oui, mais même quelqu'un comme un gardien de phare qui passait 3 mois dans une pièce qui était à peu près aussi silencieuse qu'un tambour, parce que c'était ça, gardien de phare, et les gens, ma foi, n'en mourraient pas, mais il est évident que ce sont certainement pas des gens qui pourraient chanter sur scène ou supporter la foule. Très certainement, il y a des défauts qui deviennent des qualités et inversement. Eh bien, je crois que ça va être effectivement le dernier mot. Je vous remercie d'avoir assisté à ce débat. Merci aux intervenants et à bientôt pour le prochain.